Bonjour et bienvenue dans Bien dans son âge, tu parles, le podcast qui aborde l'âge dans toute sa complexité, mais aussi toute sa splendeur. Le passage de cap est un excellent prétexte pour faire un point dans sa vie, comprendre et interroger son corps comme son esprit sur ce qu'on a vraiment envie. Je suis Christelle Nicky, entrepreneure dans la communication digitale et l'animation de communautés de femmes, et je souhaite partager avec vous des réflexions, des témoignages intimes et des outils pour avoir un regard plus doux, confiant et éclairé sur notre vie, de la puberté jusqu'à la post-ménopause. Sans minimiser les états d'âme, sans minimiser les remises en question ou encore les contradictions qui nous animent. Chaque épisode est une invitation à s'ouvrir, découvrir et oser être soi. Je vous souhaite une bonne écoute. Dans sa quarantaine, au top de sa forme et de sa carrière comme directeur de la Fashion Week parisienne, Guillaume Robic était loin de s'imaginer qu'un AVC allait venir tout faire voler en éclats. Un AVC à cet âge ? Guillaume a souhaité, avec son ouvrage « Un AVC et devoir tout recommencer », paru aux éditions L'Harmattan, aussi bien rendre hommage à celles et ceux qui l'ont sauvé, mais aussi donner espoir à toute personne se trouvant dans les couloirs de la mort, de l'isolement et de la résignation. Dans cet épisode, nous soulevons plusieurs questions. Peut-on parler librement de la maladie sans craindre le jugement et les répercussions ? Ou puiser un élan positif et créatif dans l'épreuve ? Guillaume partage plusieurs tips, mais aussi le nouveau projet qu'il anime, une plateforme de mise en relation et d'entraide pour jeunes seniors. Parce que bien vivre ensemble passe autant par l'expérience des anciens que par l'intergénérationnel. Je vous souhaite une bonne écoute. Les hommes aussi ont envie et besoin de prendre soin d'eux et de leur santé. S'ils expriment désormais plus facilement leurs mots, ils ne trouvent pas toujours des solutions adaptées pour y répondre. Pour agir de manière ciblée sur leur bien-être, notre partenaire de cet épisode, la marque française Evom, a élaboré une gamme de compléments alimentaires hautement dosés en ingrédients adaptés à l'organisme masculin et à son métabolisme, avec des cures courtes de 20 jours visant des effets rapides. Consultez le site ou le compte Instagram evom.care pour découvrir ces formules innovantes et faire votre diagnostic personnalisé. Bonjour Guillaume. Bonjour Christelle. Merci d'être au micro. C'est que vous êtes le premier homme à mon micro sur ce podcast, qui est quand même plutôt récent, mais je suis absolument ravie d'avoir un invité homme. Et pourtant, quand on vient de commencer une discussion, j'ai dit non, mais là, il faut qu'on l'enregistre dans l'épisode. Vous faisiez référence à Sharon Stone par rapport au fait qu'à partir du moment où on se dévoile, où il y a quelque chose de difficile qui nous arrive dans la vie, eh bien, ça bouleverse tout et on peut ne plus être intéressant de ce monde, n'est-ce pas ? Je vous parle de Sharon Stone parce qu'en fait, je lui avais fait ouvrir la Fashion Week Online en 2020 pendant la crise sanitaire, parce que quand j'étais directeur de la Fashion Week, il fallait que malgré la crise sanitaire, elle ait lieu, parce que c'est du business, on avait tout balancé sur Internet. Donc, j'y balançais, j'avais créé 2 sites Internet, fait une chaîne de télévision avec le groupe Canal+, pour produire du contenu audiovisuel. Et il fallait, pour lancer les choses, que j'ai des gens très suivis, des stars, qui disent « I declare Paris Fashion Week open ». Donc, Sharon Stone s'y est prêtée depuis son balcon de Los Angeles. Et à travers mon épisode médical, quand j'étais à l'hôpital et que tant bien que mal j'essayais de lire, et notamment lire la presse étrangère, je tombe sur un article, je crois, du New York Times qui dit, qui explique que Sharon Stone a eu un gros AVC dans les années 2000, et elle a cette phrase qui m'a beaucoup marqué: « When something goes wrong with you, you are out ». Donc quand quelque chose ne va pas avec vous, sous-entendu la maladie, vous êtes mis en dehors du circuit. Et c'est très compliqué, notre conversation avant, Christelle, c'était ce qu'on était en train de dire, c'est très compliqué d'assumer, de communiquer une maladie ou un gros accident dans le contexte professionnel. Les gens ne savent pas comment réagir. Ils réagissent globalement, bien sûr, avec bienveillance, parce que la mort, c'est la mort, et tout le monde en a peur, donc on y respecte d'une certaine façon. Mais il y a un état de sidération. Et puis, je vous le disais, ça renvoie à cette vieille psyché presque superstitieuse que si on parle de la mort, si on parle de la maladie, si on en est proche,
elle va nous tomber dessus. C'est le breton qui vous parle. Vous savez qu'en Bretagne, les gens sont assez superstitieux. Ils parlent jamais de la faucheuse, de l'encou. Chez nous, elle s'appelle l'encou. Parce qu'ils ont peur qu'elle vienne la chercher la nuit. Donc, il y a toujours un peu de ça, depuis l'Antiquité, le monde octonien, les démons, etc. Voilà. Bon, aujourd'hui, dans notre 21e siècle, quelqu'un qui a une grave maladie, c'est compliqué de rester très inséré dans un tissu professionnel parce que les gens en ont peur. Oui, alors quand on est malade, mais là en fait vous vous dites, moi avec ce livre, donc vous avez écrit un livre, vous racontez votre AVC et puis votre rétablissement qui a été long et on va en parler, qu'avec ça vous vous tirez un peu une balle dans le pied parce que vous vous dites voilà, les personnes vont découvrir un peu le décor et finalement ce par quoi je suis passée, qui est très loin, très éloigné finalement du monde dans lequel je baignais. Absolument. Et comment ce monde ne pourrait pas comprendre ? Bon, parce que le monde le comprend. Après, ça n'est pas parce que vous comprenez quelque chose et que vous l'acceptez que vous allez faire comme si ça n'existait pas. Ce livre, il a été produit, entre guillemets, réalisé. Enfin, je l'ai fait pour 2 raisons. La première, c'est que ma psy, à l'issue de mon épisode médical, je ne dormais plus la nuit avec ce que j'avais vécu, que j'ai écrit dans ce livre. Notamment, on va dire, l'expérience des caves de la Pitié-Salpêtrière. Je pèse les mots un peu sordides que j'utilise parce que c'était vraiment une grosse épreuve. Et je suis sorti de là traumatisé. Je dormais plus la nuit, j'entendais des cris. Je me demandais, quand je me réveillais dans mon lit en Bretagne, je me disais, mais où est-ce que je suis ? Je suis encore dans la réa. Enfin bon, bref. Et ma psy m'a dit un truc très vrai que je vous invite à faire si vous avez quelque chose d'un peu trop gros sur le cœur. Elle m'a dit, écrivez, vous allez vous autoriser à oublier. Et du jour au lendemain, quand j'ai eu terminé d'écrire mon manuscrit dans le train, je suis allé dormir chez moi. Dès que j'ai dormi. Et de ce moment-là, ça fait 1 an. Je dors comme un bébé. J'ai beau boire des cafés, j'ai pas besoin de somnifères. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est parce que à Kerpap, là où on m'a réappris à conduire, à nager, où j'ai réappris à marcher, à courir ou à faire du vélo. À la fin de mon séjour, une femme à qui je parle me dit, vous savez, votre expérience, tout ce que vous me racontez, ça m'a redonné espoir, vous m'avez fait beaucoup de bien. Je cite la dame, parce que quand c'est une infirmière qui vous dit ces choses-là, c'est pas pareil, elle est payée pour ça. Vous savez, c'est un peu comme quand maman ou votre papa vous dit t'es la plus belle ma fille, t'es le plus beau mon fils. Bon, vous savez que c'est pas très objectif, tant mieux. Mais voilà, c'était un petit peu ce qu'elle voulait dire. Et donc je me suis dit en sortant de Kerpap ce jour-là, moi je suis vivant, moi j'en suis sorti debout. Grâce à eux, donc il faut que je leur donne un peu de l'énergie, il faut que je puisse transmettre ça. Et, pardon, j'ai été long, je vous explique pourquoi le livre, sachant très bien que je le faisais pour les gens de Kerpap, mais que toute logique par rapport à mon parcours professionnel, celui que j'ai eu pendant 20 ans, m'aurait plutôt poussé à rester absolument discret. Et c'était l'objet de notre conversation avant. Je vous disais d'abord que, pour moi, ça avait été une épreuve de me mettre à nu au sens figuré parce que je suis plutôt issu d'une famille discrète, pudique. Mes parents m'ont élevé avec cette vieille phrase qui dit « pour vivre heureux, vivons cachés ». D'une part, et puis d'autre part, pendant 20 ans, j'ai évolué dans un milieu dans lequel le développement, les ressources propres, la communication, soit la culture, soit le luxe, des gens comme moi doivent absolument être discrets, ne pas faire parler d'eux. C'est une vertu cardinale de ne pas faire parler de soi. On laisse la marque parler avant soi, ou on laisse le directeur artistique... voilà. Des égéries, enfin des ambassadeurs. Exactement. Il y a des personnes pour ça. Donc, sortir du bois à travers un livre, où clairement, en plus, je fais un peu de communication là, parce qu'il faut aller au bout d'un projet, il faut être cohérent, il ne faut pas simplement, je pense en tout cas, moi, faire une œuvre, puis la laisser là sur le bas-côté. Enfin, une œuvre, c'est pas une œuvre littéraire, mais faire quelque chose et la laisser sur le bas-côté. Je fais aussi le service après-vente j'ai écrit un livre, maintenant j'en parle pour faire savoir ce que j'ai écrit, mais surtout pour moi, pourquoi je l'ai écrit, pour qu'on puisse comprendre aussi pourquoi j'ai écrit ça. Mais c'est vrai que normalement, j'aurais plutôt dû être discret, et là, va sans doute me coller un peu au talon le fait que je suis le mec qui, à 42 ans, a eu un AVC, aurait dû normalement mourir ou être handicapé, s'en est sorti, a remonté la pente, c'est ce que j'explique dans le livre, mais je risque
très fortement à ce que ça me colle à la peau pendant un certain temps maintenant. Mais très bien. Pour qui va s'y intéresser, parce que finalement, comme vous disiez au début, la maladie, le handicap ou bien l'accident, on a envie de le tenir à l'écart le plus longtemps possible. Donc, est-ce qu'on a vraiment envie d'avoir tous ces détails ? Et c'est vrai, moi, je vais vous dire, quand je vois un livre avec AVC, je suis pas forcément... Enfin, voilà. Je me dis, ok, de quoi il va me parler ? Ça va être très sombre. Est-ce que ça va me donner le moral ? Vous voyez, est-ce que je veux dire, comme quand on va voir un film, on va se dire, oh là là, entre un livre qui feel good ou romance, vous savez, tous ces livres-là qui cartonnent en ce moment, et le vôtre, si on doit faire un choix de manière totalement subjective, en regardant juste la couverture, on va pas forcément s'orienter vers un titre avec un AVC et devoir tout recommencer. Moi, en fait, qu'est-ce qui m'a donné envie d'aller vers vous et de le lire, c'est votre communication. Déjà, vous êtes en effet présent sur LinkedIn, et c'est le projet aussi que vous portez qui s'ensuit en fait après cette expérience, et dont vous êtes nourri en fait de tout ce que vous avez pu observer, et donc il y a un cheminement. Évidemment, en fait, vous avez raconté quelque chose que vous avez vécu, qui vous a reconnecté à beaucoup de choses. Et aussi, il y a un message d'espoir, c'est ce que vous disiez. Vous vouliez en fait redonner de l'énergie, de l'espoir, et ça fait du bien. Et en fait, on peut aussi voir des choses extrêmement positives dans une expérience extrêmement douloureuse. Mais c'est ce qu'on voit en premier, en fait. On voit AVC, maladie, etc. Et c'est vrai qu'en général, les gens vont plutôt s'écarter. C'est pour ça que vous vous dites, les gens ne vont pas pouvoir s'intéresser à votre histoire. Non, en fait, il faut donner aussi envie aux gens de s'intéresser à ces histoires. Et je pense qu'aujourd'hui, on est davantage prêt à écouter ces histoires. Pourquoi ? Parce que des personnes comme vous les rendent publiques, osent. Et je trouve, par exemple, vous avez certainement vu aussi sur les réseaux sociaux, beaucoup d'influenceurs. Alors moi, je suis plutôt des influenceuses, des femmes, mais on ne serait-ce que Caroline Receveur ou Émilie de Brunette. Voilà, ce sont des personnes qui ont partagé sans filtre, en fait, la maladie, leurs doutes, etc. Et finalement, on a besoin de ça. On a besoin d'avoir aussi cette tranche de vie, parce que qui n'est pas concerné autour de nous par ce... Je suis entièrement d'accord avec vous, et ça me fait penser à trois choses. La première, c'est que quand j'ai eu un AVC, que les médecins m'ont dit, je l'ai su au bout de 24 heures, que j'avais un AVC, que après j'étais devenu un peu un légume, on savait pas si j'allais remarcher. J'ai gardé le langage et la mémoire. Je suis resté un moulin à parole. En revanche, me mouvoir était une autre paire de manches, parce qu'en fait j'ai eu par mon AVC le cervelet qui a été grillé à 65%, donc je ne tenais plus debout. Puis après, je le raconte dans le livre, je vomissais tout le temps. Enfin, j'étais devenu quand même j'étais un peu mal en point, mais je n'ai pas voulu que ça se sache. J'ai demandé à mon milieu professionnel de ne pas dire que j'avais eu un AVC, parce que si vous faites un petit micro-trottoir dans la rue, là, en sortant, si vous dites il a eu un AVC, les gens vont dire et on va tout de suite penser il est plus que la moitié de lui-même, ou elle est plus que la moitié de lui-même. Les séquelles, qui sont très, très lourdes, les séquelles motrices pour moi, mais les séquelles aussi quelquefois sur le langage, sur la mémoire et ce genre de choses. Donc, je n'ai pas voulu que ça se sache. Et aujourd'hui, pour les raisons qu'on a indiquées au début, j'assume et je le dis. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est vous avez raison sur le titre du livre, AVC, ça fait plutôt fuir. C'est une décision très juste de mon éditeur qui m'a dit, moi j'ai intitulé le livre Le temps de l'autre, pour rendre hommage en fait à Kerpap, l'endroit où j'ai eu la chance de renaître, parce que là-bas on apprend à penser à l'autre avant de penser à soi. Mais le temps de l'autre, Guillaume Robic, ça dit rien à personne. Moi, mon nom, personne le connaît, et heureusement. J'avais bien fait attention avant de rester très discret. Donc il fallait quand même un titre qui soit un titre signifiant, pour que le temps de l'autre, les gens se disent pas que c'est une balade au bord de l'eau sous les cocotiers, quoi. C'est pas ça le sujet du livre. Et la couverture, pareil, c'est le couloir de la mort par lequel je suis passé. Donc il fallait que ce soit signifiant. Mais c'est vrai que c'est pas sexy. Ça, vous avez totalement raison. Et puis j'ai oublié la troisième
la troisième chose que je voulais vous dire. Non, on parlait en fait des personnalités en fait qui osent finalement raconter un récit. Alors elles le font de différentes manières. Vous avez utilisé via un livre, d'autres l'ont fait avec un podcast, d'autres l'ont fait aussi en story, en post, etc. Mais je pense que on normalise davantage en fait la maladie, les accidents de la vie, et on en a besoin en fait. On en a besoin de passer, en tout cas de voir ça, et ça permet en fait, ça ouvre aussi la perspective aux autres qui traversent justement cette maladie, de pouvoir aussi l'exprimer et de pouvoir avoir, je dirais pas forcément du réconfort, mais ça fait partie de la thérapie en fait. Mais absolument. Et moi, si j'avais eu, c'est aussi pour ça que je me suis dit, allez, va au bout de ton projet, enfin celui-là. Si j'avais eu un livre ou un écrit qui me décrivait ce que j'étais en train de vivre, sachant que ça arrive quand même à un certain nombre de personnes, les AVC, je sais plus, je discutais avec des médecins là, 150 000 personnes, je crois, par an qui sont touchées en France, surtout des femmes d'ailleurs. Oui, alors justement, on en reparlera parce qu'effectivement, c'est les accidents cardiovasculaires sont la principale cause aussi de décès des femmes à tout âge. Alors, ça peut être fortement augmenté à partir de la cinquantaine du fait des bouleversements hormonaux. Mais c'est aussi la raison pour laquelle, moi, ça m'a interpellée également parce qu'il y a des campagnes de sensibilisation de plus en plus fortes et il faut sensibiliser. Donc, je laisse continuer. Si j'avais eu une sorte de, pas un manuel, mais un peu de comment résister dans l'épreuve de l'AVC, j'aurais bien été content. J'aurais sans doute acheté ce livre dans lequel je donne un certain nombre de conseils pour résister, en effet, pour garder espoir, même quand on n'est plus qu'un légume au fond d'un lit qui vous appartient pas, dans une petite chambre où il y a des odeurs plutôt mauvaises, avec une fenêtre sur laquelle il fait du gris et voilà, c'est pas joyeux, quoi. C'est compliqué de trouver du plaisir, du réconfort surtout, pour s'accrocher à la vie. Vous dites, et je vous en remercie, que c'est important de communiquer sur la maladie parce que c'est important de le faire savoir et de dédramatiser aussi le retour une fois qu'on s'en est sorti. Vous voyez que je suis en pleine forme, peut-être même plus en forme encore qu'avant. Donc, c'est en effet une chose importante. Moi, je voulais vous donner un petit peu des tips, comme on dit en bon français, pour résister. Et puis surtout, c'est l'enseignement. Moi, si mon enveloppe est restée la même, c'est d'ailleurs ce que me disent pas mal les gens, mais enfin, regarde, tu n'es rien arrivé, regarde, tu es en pleine forme, tu es comme avant. C'est les rassurants. C'est mon péché d'orgueil que d'avoir retrouvé un peu comme je sais pas, un lézard, exactement mon apparence d'avant. Pour conjurer le sort, c'est pas un accident qui va changer, décider pour moi quelle apparence je dois avoir. Par contre, à l'intérieur, je suis plus du tout la même personne, il n'y a pas de doute. Et c'est ce que j'essaie de transmettre dans le livre à la fin. Et 3 idées importantes qui pour moi sont cardinales. La première, c'est qu'il faut persévérer absolument dans tout ce que vous faites. Et surtout, moi, il a fallu que je persévère pour retrouver ma mobilité, pour retrouver ma capacité de me mouvoir librement dans ce monde, soit dans l'eau, soit sur la terre. Donc il faut persévérer, la première chose. La deuxième chose, l'enseignement que je retire de tout ça, c'est que le temps est un allié. J'ai grandi avec une grand-mère qui me disait, tu sais Guillaume, c'est un luxe de vieillir. Et curieusement, j'ai appartenu, on va dire, à une communauté professionnelle, culturelle ou de la mode, où le temps, c'est un problème. Il faut le combattre. Il faut gagner du temps. Il faut rester jeune. Donc on n'accepte pas le temps qui passe. Et pour autant, le temps est en allié. C'est Cervantes qui l'a dit mieux que moi, j'adore cette phrase, dans La Petite Gitane. « Ainsi donnera-t-on du temps au temps, lequel souvent accorde une douce issue aux plus amères difficultés. » Ça a été rendu célèbre par Mitterrand qui a dit « Ainsi donnera-t-on... » Il faut donner du temps au temps, mais la phrase source, c'est Cervantes dans La Petite Gitane. Donc le temps, c'est un allié. À qui sait accepter, accueillir le temps, eh bien, c'est un facteur positif. Moi, le temps m'a guéri. Vous savez, j'ai eu une méningite, un abcès, et puis on m'a opéré d'un abcès, on m'a détraqué une glande dans le cerveau qui s'appelle la glande CTZ. Il n'y a que le temps qui pouvait me réparer. Eh ben, le temps m'a réparé. Je ne vous vomirai pas dessus aujourd'hui. Et le dernier enseignement que moi j'ai tiré de cette histoire, et que je termine le livre en disant ces 3 choses, c'est que la vie est aussi belle que vous décidez qu'elle le soit. Si les verres d'eau qu'on a devant nous, là, vous vous dites « Ah, j'ai plus beaucoup d'eau dans mon verre. » Vous voyez la vie avec le verre d'à moitié vide. Moi, je vais me dire « Ah, tiens, j'ai encore un peu d'eau, c'est cool. » Votre vie, vous en faites ce que vous voulez. À partir du moment où vous parlez comme je vous parle, je vous regarde comme je vous vois, et que je peux monter les marches de Montmartre pour venir jusqu'à chez vous, je suis libre.
Et je peux faire ce que je veux de ma vie. Et ça, vraiment, les grands-mères, j'adore les grands-mères. Et on parlera de mon projet pour les personnes seniors. Parce qu'on a beaucoup de choses à apprendre d'eux. Mes grands-mères, les deux me disaient, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Mais c'est vrai, tant que vous êtes vivant, que vous pensez, que vous parlez, mais vous faites ce que vous voulez. Et je dis pas que la vie est facile. Je dis que gardez espoir et que si vous voulez que votre vie soit belle, elle sera belle. Si vous voulez que votre vie soit moche, c'était dur de monter les marches aujourd'hui, regardez, il fait beau mais il fait un peu gris quand même aujourd'hui. Enfin, toute votre vie va être moche. Si vous vous dites qu'il y a du ciel bleu et que on se parle aujourd'hui ce matin, la vie est belle. Voilà. Ça, c'est les 3 enseignements en effet. Donc, donner de l'espoir, c'est aussi ce que je voulais absolument dans ce livre, qui décrit certes un épisode très dur dans un hôpital public parisien, mais surtout une vraie renaissance grâce à des personnels médicaux incroyables et des patients incroyables aussi à Kerpap. Et puis voilà, qu'on peut toujours s'en sortir, même quand les dés sont jetés par les médecins. Vous savez, vous êtes vivant, mais vous allez sans doute être handicapé. Eh ben non, voilà. Ouais, puis vous avez beaucoup écouté aussi votre instinct. C'était assez fou parce que vous avez tenu tête en fait. Vous avez tenu tête quand même à plusieurs reprises. Un personnel médical, ce qui est pas facile parce que vous confiez votre corps, vous confiez tout à ces personnes parce qu'en plus vous pouvez même pas vous bouger. Mais je sais pas, il y a un moment donné, on voulait vous installer un petit appareil, ou alors même des fois, vous étiez persuadé qu'il fallait pas arrêter ce traitement et que ça allait causer, vous allez repasser au point de départ et effectivement, ça vous a causé bien du tort. Donc il y a beaucoup de choses en fait que vous avez ressenties et sur lesquelles vous êtes opposés, mais qui aujourd'hui qui vous donnent aussi garantit cette liberté en fait. Bien sûr, mais c'est mon côté breton. Je suis têtu. Je dis souvent que mon animal attribut, c'est le wombat. Pour ceux qui le connaissent, c'est un gros hamster qui vit en Australie, qui est réputé pour être un animal très obstiné. Tous les Australiens le savent. Je suis un peu comme ça. Je suis obstiné. Donc, dans l'adversité, je suis resté obstiné. Et pour le traitement, en effet, que vous citez, j'ai eu beau me mettre à genoux, rien n'y a ça n'a rien changé. Le traitement a été arrêté, la méningite est repartie. Pour ce qui est du petit boîtier, en effet, je devais normalement vivre avec pas un pacemaker mais une dérivation internalisée, c'est-à-dire un petit boîtier qui dans mon abdomen devait réguler ma pression intracrânienne parce que j'avais fait 2 encéphalites importants par l'AVC mais surtout par la méningite et que normalement j'étais réputé comme ne pouvant plus vivre sans une petite pompe à l'intérieur de mon corps pour faire en sorte que le liquide céphalorachidien circule bien entre mon cerveau et la moelle épinière. Les gens qui sont un peu calés en médecine verront de quoi je parle. Et je ne voulais pas. Pour moi, c'était passer le Rubicon de ça y est, là vraiment, tu passes une frontière, tu pourras plus jamais faire marche arrière, au sens, ton corps tu vas avoir une grande balafre sur l'abdomen, des petits tuyaux qui vont passer dans ton cou, derrière ton oreille, et puis le médecin m'avait dit, vous savez, c'est une petite visite tous les ans de contrôle, et puis on doit changer la petite boîte tous les 5 ans, mais c'est une petite opération, une petite anesthésie générale. Enfin, vous imaginez, on vous ouvre. Bon, bref. Si ça m'avait permis de vivre, plus exactement, si je ne pouvais pas absolument vivre sans ça, aujourd'hui, j'aurais la petite boîte. J'ai fait, non pas un coup de poker, mais j'ai été très tenace. Après, vous verrez quelles ont été mes recettes pour, entre guillemets, faire repartir mes ventricules cérébraux. C'est un peu surréaliste ce que je vous dis, mais c'est une réalité. Et coup de bol, ils sont repartis. Et j'ai évité la petite boîte. Et je vous parle sans petite boîte aujourd'hui. Mais c'est mon côté têtu breton, je pense, qu'a fait mon obstination, ma détermination. Génial. Alors, il y a aussi, je voulais aussi peut-être qu'on revienne au point de départ de ce livre, c'est votre accident. Parce que de l'AVC, on en parle, c'est un terme que tout le monde connaît, mais on ne sait pas tellement ce que ça veut dire, comment ça se produit. Et d'ailleurs, vous non plus. Non. Si j'avais su ce qu'était un AVC, quand ça m'est arrivé, je ne serais pas allé me coucher. J'aurais appelé le SAMU. Parce que qu'est-ce qui s'est passé exactement ? D'un moment à l'autre, immédiatement, vous avez très mal à la tête. Mais alors, c'est pas un petit mal de tête qui monte progressivement, c'est tout de suite, vous avez très mal à la tête. Vous avez envie de vomir, donc vous allez vomir. Et puis vous avez, moi en tout cas, puisque c'est le cervelet qui a été touché, des pertes d'équilibre. Donc je tenais plus debout. Et j'étais absolument persuadé d'être bourré.
ivre. Donc je suis allé me coucher en disant à mes copains, écoutez, je vous laisse terminer votre soirée, moi je vais me coucher. Et j'ai appelé le SAMU le lendemain matin, très tard. Mon chronomètre, vous savez qu'avec les AVC, il faut agir très vite. Très vite parce que d'une façon ou d'une autre, votre tissu cérébral, que ce soit un vaisseau bouché ou que ce soit comme moi une artère qui éclate, vos neurones, une fois qu'ils vont être asphyxiés ou touchés, il y a très peu de temps pour qu'ils restent vivants. Et une fois que votre neurone et le cortex cérébral concerné est mort, il est mort, il ne reviendra plus. Donc vous avez 4 heures à peu près, c'est ce qui est connu, 4 heures pour intervenir, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de dommages trop importants sur votre cerveau. Moi j'ai été opéré 30 heures après, parce que j'ai appelé le SAMU arrivait en retard, ils m'ont envoyé Saint-Antoine n'était pas équipé, ils m'ont transféré à la Pitié, etc. Et si prendre soin de sa santé commençait par 2 minutes d'attention ? La marque française Evome propose aux hommes un accompagnement global. Grâce à un diagnostic ciblé en ligne, vous faites le point sur votre forme et identifiez le complément alimentaire qui vous correspond. Evome aujourd'hui, ce sont 3 formules puissantes pour les 3 principales préoccupations des hommes. La gestion du stress, la fatigue et la santé cardiovasculaire. Ce n'est pas un hasard si Evome, lu à l'envers, forme le mot « move » et invite les hommes à se mettre en mouvement pour prendre soin de leur santé. Une philosophie qui se reflète jusque dans leur formule ultra dosée, développée pour une efficacité rapidement ressentie. Alors, bougeons pour la santé des hommes et rendez-vous sur evome.care. Donc j'ai eu beaucoup de chance là-dessus. Mon cervelet a quand même été, je vous dis, très très largement mort, asphyxié. Donc c'est mon cerveau qui a pris le relais. Si vous me voyez marcher aujourd'hui, c'est parce que d'autres cellules cérébrales ont pris le relais d'une partie de mon cerveau qui est mort. Il y a une tache, l'IRM. Mais voilà, l'AVC, il faut intervenir très vite, parce que si moi j'ai eu beaucoup de chance, d'autres en auront moins. Et les symptômes sont ceux que je vous dis. Après, il y en a d'autres qu'on connaît sans doute mieux, c'est la paralysie d'une partie du visage, ne pas réussir à la langue un peu... moi, ça m'est arrivé le lendemain matin, la langue bizarre. On a l'impression d'être engourdi, vous savez, comme quand chez le dentiste, il vous fait une anesthésie pour une dent de sagesse ou ce genre de choses. Alors, c'est un peu curieux. Alors moi, là où vraiment je me suis dit, t'as un problème, t'es cassé, c'est quand, je me rappelle bien, le matin, j'ai voulu me gratter le nez et que mon index s'est mis à gratter à 50 cm de mon visage. Il y avait des coordinations. J'étais plus maître de ma machine. Elle ne répondait plus à ce que je lui demandais de faire. Et là, en effet, vous tapez ça dans Google, il vous dit appelez le SAMU tout de suite, ce que j'ai fait. Ouais, c'est flippant. Et je pense que votre entourage aussi n'avait absolument aucune idée. Enfin, je veux dire, c'est... Aucune idée. Et à 42 ans, vous pensez pas qu'il peut vous arriver quelque chose comme ça. Comme quoi, mais on pense généralement... AVC, personnes âgées, hémiplégie, voilà. Et ben non. Eh ben écoutez, en tout cas, moi, je sais que dans mon entourage, il y en a en effet de plus en plus, donc dans la quarantaine. Donc c'est pour ça que ça me tenait vraiment à cœur de pouvoir en parler avec vous, mais aussi d'un autre projet qui vous est cher maintenant, puisque vous avez écrit un livre, mais 2, vous avez réfléchi, parce que vous aviez du temps justement. Le temps était votre allié, mais le temps a été votre allié aussi pour vous dire qu'est-ce que je vais faire. Est-ce que finalement vous êtes dit, ok, alors mon cervelet il est cramé, mais finalement vous dites, de toute façon je suis cramé quoi qu'il en soit dans mon retour à la vie après. Qu'est-ce que je vais faire et qu'est-ce qui peut faire sens en fait. Quand j'étais à la Pitié salpêtrière et que les pronostics des docteurs étaient ceux que je vous ai énoncés, je me disais, écoute, tu vas rentrer en Bretagne et tu vas planter des poireaux avec ta sœur. Parce que comme tu tiens plus debout, tu peux plus marcher dans Paris. Et tu vomis souvent ? Je vomis tout le temps. Je vomissais tout le temps. Je vomissais 20 fois par jour. Si vous avez vu le film, je le dis dans le livre, le film La Cité de la Peur, quand un monsieur est content, il vomit. Et moi, à chaque fois que j'avais une émotion, je vomissais. Une infirmière qui est rentrée dans ma chambre, je vomissais. Poutine qui qui déclenche la guerre à l'Ukraine, je vomis. Ma mère qui m'envoie un texto, je t'aime mon fils, je vomis. Je vomissais tout le temps, 20 fois par jour.
Donc je me voyais rentrer en Bretagne si j'étais vivant et planter des poireaux. Famille d'agriculteurs, donc je voyais ça en me disant bon, au moins tu auras une vie active un peu dingue pendant 40 ans, bah, tu vas avoir une autre vie un peu plus sédentaire. Bon, bah, voilà, j'ai un peu forcé le destin et puis j'ai réussi à marcher. Mais vous avez raison, à l'hôpital on a beaucoup de temps pour avoir mal, mais on a beaucoup de temps pour réfléchir. Ce qui ne m'était pas arrivé depuis une vingtaine d'années, depuis que j'avais été étudiant. Puisque c'est la course. C'est la course. Comme on prend souvent cet exemple, c'est le hamster, vous savez, dans sa roue là, qui tourne, ou la centrifugeuse. Donc pour la première fois de ma vie, j'avais le temps pour réfléchir. Alors j'ai eu plein d'idées. Quand on réfléchit, on a quelquefois des idées. Et j'ai notamment eu cette idée de lancer une entreprise, une solution pour les personnes seniors, pour les personnes âgées à petite retraite. Bon, les personnes riches, hein, ils n'auront pas besoin de la solution que je propose, puisque le grand problème, le grand mal, au sens le grand problème, mal, mot, MAUX, du vieillissement, c'est la solitude. Les personnes seniors se sentent très seules, même parfois quand elles sont en couple. Et donc, pour briser cette solitude, et puis pour ne pas aller dans des maisons de retraite ou retarder l'arrivée à l'EHPAD, j'ai eu l'idée de créer cette société, puisque c'est une société, qui va mutualiser les compétences et les services pour des personnes à petite retraite, soit dans les centres urbains, soit en ruralité. Faire du co-living entre seniors, faire aussi de l'intergénérationnel, avec des étudiants, avec des saisonniers, avec des jeunes actifs qui n'arrivent pas à se loger. Il y en a un certain nombre aujourd'hui. Bref, partir du vieil adage qui dit « l'union fait la force ». Regrouper les énergies pour faire en sorte que des petites équipes qu'on va constituer soient autonomes le plus longtemps possible. Donc j'ai eu l'idée de ce projet et il est né administrativement là, cet été. On a conçu, je travaille avec une psychologue incroyable, internationale là-dessus, on a conçu un algorithme extrêmement précis. Bon bref, on lance le projet, on est en train de le lancer et il sera lancé en Bretagne à la fin de l'année. Je dis en Bretagne parce qu'il s'appelle DIWAL, D-I-W-A-2-L, qui veut dire take care, prendre soin en breton. Le faire attention. Et on lance en Bretagne, et puis après, on verra. Je pense que ça va pouvoir répondre à un certain nombre de problématiques en France et dans les pays de l'OCDE. Oui, parce qu'en fait, là, vous parlez d'algo, il faudrait préciser que l'idée, c'est de pouvoir mettre en relation des gens. Parce qu'en fait, souvent, le grand frein parmi les personnes un peu plus âgées, c'est de se dire, mon Dieu, qui est-ce que je vais accueillir chez moi? D'ailleurs, c'est marrant parce que j'en parlais à une copine et on parlait donc de Blablacar. Elle me dit, ah oui, moi je l'utilise souvent, mais alors par contre, ma mère, pour qu'elle s'y mette, il lui a fallu du temps. Elle avait peur en fait. Et à partir du moment où elle a essayé une fois, elle a trouvé ça génial parce qu'effectivement, prendre la voiture toute seule sur un grand trajet, il y a beaucoup de personnes d'un certain âge qui n'osent plus vraiment, déjà, prendre la voiture et de se sentir en forme pendant un trajet. Là au moins, on mutualise justement les compétences. On papote et puis ça fait en plus on économise puisqu'il y a aussi la question de la précarité qui peut toucher beaucoup de personnes à partir de la retraite. C'est aussi ça, il y a l'isolement, mais il y a aussi la précarité qui touche certaines franges de population, et notamment pas mal les femmes, on doit le dire. Et c'est vrai que il faut trouver des solutions pour faire du troc de compétences, pour faire du troc de services, et puis en même temps avec le côté social. Très important. Le projet, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et il vise en effet surtout à donner des solutions aux personnes qui sont, on va dire, un petit peu éloignées de la sociabilité, parce que vous avez des personnes, on le sait bien, qui ont des petites retraites, donc ils vont pas au golf, ils vont pas au théâtre, ils vont pas dans des endroits de sociabilité facilement. Donc parfois, et notre société pousse beaucoup à ça, vous le savez, les gens se recroquevillent un peu sur eux. Je parle même pas des réseaux sociaux. Notre société très individualiste, parfois, fait se replier les gens sur eux-mêmes. Là, le but, c'est vraiment de recréer du lien social et de fédérer les énergies. C'est exactement ce que vous avez dit. Ouais.
C'est sympa, vous parlez des réseaux sociaux, parce que moi, je m'imagine très bien dans quelques années, dans quelques années ou pas, je sais pas, quelques années, attendez, j'ai encore un peu de temps, mais ce que je veux dire, c'est que dès maintenant, je suis déjà dans une forme de troc. Ça m'arrive de faire du troc de compétences. C'est-à-dire, de me dire, aujourd'hui, j'accompagne des personnes dans la prise en main des réseaux sociaux. Et à l'inverse, c'est des personnes qui vont m'apporter d'autres services, parce qu'en effet, je ne sais pas tout faire, et en même temps j'ai pas forcément toujours le budget pour toutes ces activités, donc je me dis pourquoi pas. Puis on a l'impression qu'on se fait plaisir en fait, parce qu'on rend service à l'autre. C'est autre chose que de payer un service, c'est d'offrir en fait son temps, d'offrir ce service. Ah, là, vous allez sur des terrains philosophiques, ou quasi philosophiques, de la valeur des choses, de l'échange. Est-ce qu'on doit tout tarifer? Le troc, j'ai travaillé pendant 7 ans à la Monnaie de Paris, et un des problèmes auxquels l'État devait faire face, c'était les monnaies locales, parce que c'est du troc. Donc l'État ne perçoit pas de taxes de mutation, de TVA comme on dit, sur le troc. Donc vous posez la question de la valeur des choses, voilà, on a tendance dans notre monde à tout renvoyer à des KPI, de la monétisation, à la valeur des choses au sens comptable. En plus, on est souvent dirigé par des super comptables dans les pays dans lesquels nous sommes. Donc c'est vrai que c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'on peut échanger en valeur humaine. Et voilà, et c'est intéressant parce que quelle est la valeur des sentiments, quelle est la valeur des émotions, ça, on n'a pas encore réussi à le transférer en valeur monétaire ou monétisable et en tableau Excel. Oui, mais on se rend bien compte de cette valeur quand on se retrouve un peu mis à nu par beaucoup de choses, en fait. Vous, en l'occurrence, ça a été un accident, parce que finalement, on revient à un état très primaire. Hein. On revient. Voilà. Et qu'est-ce qui pour vous a justement sauvé, vous a reconnecté à vous-même? Vous disiez, justement, je suis allée chercher les petits plaisirs, les sensations. Et vous, c'était une sensation corporelle, en fait. Ouais. Moi, ou je pense n'importe qui, parce que nous sommes des êtres vivants dotés de sens. L'ouïe, la vue, le goût, l'odorat, etc. et le toucher. Et ces sens nous créent des émotions. Si vous êtes sensible à l'art, que ce soit la musique ou la peinture ou l'architecture, c'est quand vous le voyez ou vous l'entendez que vous avez un stimulus. Je ne sais pas comment ça se passe dans le corps, je ne suis pas médecin. Mais nos sens sont notre façon de nous connecter au monde et aux êtres qui nous entourent. Et donc, moi, j'ai essayé de garder du plaisir pour mes sens. Alors, je touchais du métal froid, le métal froid de la table d'hôpital. Je buvais de l'eau fraîche parce que, c'était pas tout à fait mon goût en termes, c'est peu de le dire, en termes gustatifs, ce qu'on me servait. Donc, ce que je trouvais de meilleur à l'hôpital, c'était l'eau fraîche. C'est merveilleux, l'eau fraîche. Parfois, il y avait un petit courant d'air frais, donc il y avait une bonne odeur. Et puis des choses toutes simples, mais j'ai grandi avec des chats. Et les chats, je le sais, s'auto-apaisent en se léchant, en ronronnant, etc. Alors moi, j'avais trouvé un truc pas mal, que je vous invite à faire aussi, je vous donne un tips encore, pour me calmer. C'était de me caresser le bras, comme ça, pendant 15 minutes. Bon, pas avec une veste, bien sûr, mais à la peau. Essayez, vous verrez. Si vous vous caressez le bras pendant 10 minutes ou 15 minutes, ça vous apaise. Je sais pas, ça vient peut-être de notre maman qui nous caressait, ou quand on caresse un chat ou un cheval, si on aime les chevaux. Enfin, voilà. Assez étonnant. Non, mais c'est ce qu'on appelle la technique de l'effleurement. Vous mettez un mot sur quelque chose que je ne savais pas que c'était ça. Ouais. Bon, après, vous savez, il y avait cette fameuse aussi technique de hug. En fait, on a besoin de ce contact charnel, en fait. Et d'en être éloigné, c'est parce que un enfant, ça fait partie de ses besoins primaire, sans doute, certainement. Mais bien sûr, il a besoin d'être collé contre, alors pas que contre la maman, contre n'importe quelle personne qui peut jouer ce rôle-là, et ça va libérer l'ocytocine. Donc en fait, c'est l'ocytocine, exactement, l'apaisement, le bonheur, la sécurité. Et c'est aussi justement quand vous disiez que votre grand-mère disait c'est un privilège de vivre, il faut aller trouver le petit bonheur dans chaque chose.
c'est avancer avec une forme de confiance en fait. Et la confiance, on la nourrit par le fait d'être rassuré, d'avoir cette enveloppe un peu d'amour. C'est une forme d'amour, hein, c'est sûr. d'amour de soi et d'amour venant des autres. Bien Donc là, sûr. je pense que on en est privé beaucoup par le temps qu'il faut justement toujours gagner, par la course perpétuelle. On en est privé. Parce que c'est plutôt quelque chose d'angoissant, en fait, Bien de sûr. se dire quel est le lendemain. On en est privé quand on a un accident et qu'on se retrouve dans un environnement hyper froid. On en est privé parce qu'on ne se respecte pas forcément soi-même et qu'on ne se fait pas respecter par les autres quand on est dans un environnement toxique, par exemple. Donc, je pense que la société nous met beaucoup à l'épreuve. Et c'est vrai que ça paraît tout bête, mais des petits gestes comme ça, des solutions que vous êtes en train de développer, ça va redonner, je pense, beaucoup d'espoir. En tout cas, je trouve l'idée vraiment fantastique. Et c'est marrant parce que vraiment, je le disais, hein, c'était exactement le modèle dans lequel, avec mes amis, nous, on se projette. En fait, mais à chaque fois que j'en parle, tout le monde me dit ça. C'est-à-dire que vous arrivez à 40, 50, encore plus 60 ans, vos enfants sont partis, vous vous dites, ma propre associée sur le projet est exactement dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire pour les... Et c'est une nouvelle vie, la retraite. Qu'est-ce que je vais faire pour les 40 ans devant moi ? Je vais pas aller vivre chez mes enfants. Tiens, je vais essayer d'inventer un système avec mes amis. Tout le monde pense à ça. Nous, on a essayé de le rationaliser, mais surtout de l'objectiver. Et ça, pour faire sauter le verrou très juste que vous avez identifié avec votre exemple sur la dame qui hésitait à prendre Blablacar. Ce qui nous fait peur, et vous voyez jusqu'où ça peut porter quelquefois sur la société, c'est l'inconnu. L'inconnu, l'étranger, ce qu'on ne connaît pas. Nous, on va essayer d'objectiver ça en expliquant aux gens qu'en fait, c'est pas un étranger ou une étrangère quelqu'un de différent, quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. C'est quelqu'un de différent, mais c'est pas parce que c'est quelqu'un qu'ils ne connaissent pas que ça va être un problème. On va leur montrer qu'en fait, on a sélectionné pour eux des gens avec lesquels ils vont s'entendre et ils vont pouvoir cohabiter de la meilleure façon. Et c'est là où, encore une fois, mon associée, elle est incroyable parce que docteur en psycho international, elle sait de quoi elle parle et elle a objectivé tout ça. Deux choses. Encore. La première, c'est que, vous voyez, vous parlez de mes grands-mères ou des grands-mères qui disaient ça. À quel point, en tout cas chez moi dans ma vie, à quel point j'ai eu la chance d'avoir des enseignements des anciens, de mes grands-parents. C'est pour ça aussi que je veux en prendre soin de nos anciens, parce qu'on a énormément de choses à savoir, à écouter. Ils ont beaucoup de choses à nous transmettre, donc prenons soin de nos anciens. Et comment est arrivé aussi ce projet ? Parce que quand j'étais à la Pitié-Salpêtrière et que j'étais en assez mauvais état, ils m'ont mis dans un bâtiment, alors que on a été plusieurs à appeler l'EHPAD, ou quand on est là-bas, les gens appellent l'EHPAD. Donc SSR Marguerite Bottard, ils sont peut-être pas contents que j'appelle ça l'EHPAD, mais au deuxième étage à l'Échène, j'avais autour de moi que des personnes qui attendaient d'être transférées en EHPAD. Et j'ai vécu pendant quelques jours, 3-4 jours, à l'EHPAD. Et je peux vous dire que quand j'étais là-bas, je me suis dit, si jamais tu sors de là vivant, tu apportes une solution pour éviter ça. D'autant que mes deux grands-mères dont vous parliez tout à l'heure, ou c'est moi qui en parlais, sont restés chez nous dans mon village agricole jusqu'à la fin de leur vie. On avait 4 générations sur le même endroit, un petit peu à la mode asiatique ou africaine. Je veux dire par là qu'il y avait une vraie transmission entre les générations, et vous voyez que je vous en parle encore aujourd'hui. Ça me paraît important de garder ça. Et si le projet qu'avec Stéphanie Leferrand on met sur pied d'Iwal, on peut apporter ça, l'aide par la mutualisation des compétences, mais aussi l'intergénérationnel et la rencontre et le dialogue entre les expériences, pourquoi pas les cultures, et bien tant mieux, on aura réussi notre affaire. Oui, parce qu'alors, on parlait au tout début de la peur de la maladie, de la peur de l'handicap, etc. Mais on a peur des vieux aussi. Et on les écarte beaucoup. Et c'est terrible. On a peur de vieillir. Ouais. C'est marrant parce que moi, je vous dis pas qu'il faut faire un AVC pour se sentir bien dans sa peau. Mais comme moi j'ai failli mourir 2 fois et que j'ai vu ma mort, la mienne, hein, pas la vôtre, pas celle des gens, mais moi ma mort, je sais quelle odeur elle a, quelle saveur elle a, quelle couleur elle a, quelle odeur, je vous l'ai dit, elle a, comme dit une de mes vieilles copines pharmaciennes qui est toujours très cash, elle me dit, t'as plus peur de rien ? Bah non, j'ai encore la peur du vide.
Mais en fait, quand vous faites l'expérience de votre mort, je pense que peut-être certaines personnes qui m'écouteront verront de quoi je parle, c'est une grande force, parce que vous savez à quoi vous allez être cuit, ou à quoi ce qui vous attend. Voilà. Je vous dis pas que c'est beau, mais en tout cas, ça ne m'impressionne plus du tout. Et donc, j'ai absolument pas peur de vieillir. Et je rejoins ma grand-mère qui est morte à 100 ans. C'est un luxe de vieillir. Voilà. Donc, apporter des solutions à nos anciens, je pense, pour qu'ils puissent continuer de vivre dignement chez eux, mais chez eux, et pas dans des grandes structures collectives qui ont leurs avantages, mais qui ont aussi un certain nombre d'inconvénients. Ça me tenait à cœur d'aller au bout de ce projet. Et voilà, il est parti. Il est en cours de réalisation. Si vous allez sur Internet, vous êtes dit diwall.org, vous verrez qu'on vous donne rendez-vous dans 2-3 mois pour le lancement de cette nouvelle plateforme. Bon, écoutez, comptez sur moi pour pouvoir en parler et puis le partager sur les réseaux sociaux de Bien dans son âge et sur LinkedIn. Donc d'ailleurs, c'est sur LinkedIn qu'on peut vous suivre, Guillaume. Et donc, j'invite les personnes à aller directement sur LinkedIn, sur votre profil. Et puis, vous n'êtes pas avare non plus de partage sur sur vos anciennes activités ou du moins vos centres d'intérêt au niveau culturel et artistique. En tout cas, merci beaucoup de ce temps à mon micro. Avec plaisir. C'était un plaisir. Et donc, si vous voulez lire... Alors, je dois quand même dire que j'ai adoré ce livre. Je dis pas ça pour vous faire plaisir. Et d'ailleurs, je vous l'ai dit, je l'ai reçu, j'en suis au milieu, etc. Moi, j'ai trouvé qu'il me tenait tout à fait en haleine. Qu'effectivement, on aurait pu donner un autre titre. On aurait pu mettre Le temps de l'autre. Parce qu'il se lit tel un roman. Vous avez une très jolie plume. J'avais vraiment hâte d'arriver au bout, de savoir qu'est-ce qui vous est arrivé, comment vous avez remonté cette pente. Il y a beaucoup d'espoir. Et franchement, je vous invite vraiment à lire. Et donc, c'est une maison d'édition particulière. C'est donc l'Harmattan, c'est des séries santé et maladie. Je tiens à les remercier. Ouais. Pardon de cette incise. Comme j'ai travaillé avec un certain nombre de grands éditeurs parisiens par le passé, pour les établissements publics ou les grandes maisons dans lesquelles je suis passé, l'Harmattan est le seul des éditeurs avec lequel j'ai été en contact qui a respecté mon texte. Un certain nombre d'autres maisons m'avaient demandé de développer beaucoup la partie sordide de l'hôpital public qui va pas bien. Vu les bouquins de Castaner, vous comprenez pourquoi. Mais c'était pas du tout mon objectif. Mon objectif n'est pas de montrer du doigt. Mon objectif avec ce livre, ça a été de dire oui, il y a une partie qui va pas bien et d'expliquer selon moi pourquoi ça ne va pas bien. Mais surtout de montrer que à d'autres endroits ça va bien et que Kerpap c'est incroyable et qu'il reste heureusement, et il y en a beaucoup, il reste des équipes médicales extraordinaires avec chevillé au corps le soin, la volonté de bien faire et de faire des soins merveilleux. Et c'était ça que je voulais dire. Et ils ont respecté. Alors que mon nom, personne ne le connaît. Dans le titre, on en a parlé. Ils ont respecté l'équilibre de mon texte. 1/3 de Descente aux Enfers, 2/3 de Renaissance. Alors vraiment, j'ai vraiment pensé que ce livre pourrait tout à fait être adapté en film, vraiment. Mais vraiment, je vous le dis parce que je trouve que vous faites une très bonne description en fait de l'environnement. Mais aussi par exemple à Kerpap, en fait on s'y voit. Je vois les petits goélands. Voilà, il y a plein de petits détails comme ça en fait. Vous avez pris le soin et je me dis ah là là, comment il a fait pour restituer tous ces détails, toutes ces anecdotes. Et voilà, c'est riche en fait. Je trouve que votre livre est riche en images, est riche en anecdotes et en fait je me suis totalement imaginée, projetée et écoutez, ces petites anecdotes, s'il y a des personnes qui écoutent et qui ont envie de trouver des idées de livres adaptables. C'est très gentil de dire ça, mais je n'ai aucun mérite. Je n'ai aucun mérite parce que la réalité a dépassé la fiction. Je n'ai rien inventé dans ce livre. Je le dis avec sourire parce que c'est quand même cocasse quand vous voyez tout rocambolesque, ce que je raconte. Je n'ai rien inventé. Tout est vrai. Ouais, je lève la main droite. Non, mais c'est vrai que vous pourrez s'imaginer que vous en avez fait un roman et que vous avez légèrement... non, rien. Non, pas du tout. Écoutez, en tout cas, vous avez vécu quelque chose de très riche, en fait. De très riche. À la fin, oui. Ouais. Merci beaucoup, Guillaume. À très bientôt. Merci beaucoup. J'espère que cet épisode vous aura plu.
N'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire, ou encore à partager l'épisode à un ou une proche. Vous pouvez trouver d'autres sources d'inspiration et d'informations sur les comptes Instagram et TikTok @bien dans son âge, où je vous attends pour des échanges et des confessions si le cœur vous en dit. Je vous dis à très bientôt.